Eh bien, bonjour tout le monde. On peut commencer le live, il est 19 heures. Je suis en compagnie de David, David Van Lake. Oui. Donc, vous avez vu la courte présentation. Alors, juste avant qu'il puisse prendre la parole, bonsoir David d'abord. Ou bonjour, Salut tout le monde. parce que chez toi, il est quelle heure là actuellement? Il est 10 heures du matin. 10 heures du matin. Merci en tout cas de nous rejoindre. Pour les personnes là qui vont nous rejoindre, je vais laisser le temps de se connecter. Il y a Nicolas qui commence à nous dire bonjour. Juste un petit mot pour les personnes qui regardent en replay. De bien nous indiquer par la suite si des questions vous viennent, posez-les en commentaire par rapport à le live qu'on va faire aujourd'hui. Et puis également, si vous pouvez indiquer avec un petit hashtag sur le commentaire, mettez hashtag replay par exemple, pour lorsque vous regardez en replay, de manière à pouvoir déjà constater que vous avez regardé, et puis voir ce que ça vous a intéressé, et puis aussi de pouvoir, si vous avez des questions par la suite, qu'on puisse y répondre et d'identifier les personnes qui nous ont posé des questions. Voilà pour ce point. Donc pour l'instant, il y a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. J'espère qu'on nous entend bien. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux nous informer si tout est OK, si tu nous vois correctement ou si tout fonctionne bien. Tu m'entends, Nicolas, quand je parle? Il y aura peut-être un petit décalage qui va arriver. D'accord. En tout cas, on peut déjà commencer le temps que les autres personnes se connectent. Déjà, si tu peux en quelques mots te représenter, tu l'as déjà fait dans ta vidéo, David, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Je vais me présenter vite fait. Donc, j'ai 47 ans. J'ai été un chef d'entreprise, comme on se l'imagine très facilement en France, qui passait son temps à ne faire que ça, à ne vivre que pour son entreprise, à passer 70 heures par semaine à ne travailler que pour ça. Et du jour au lendemain, quasiment, à l'âge de 38 ans, j'ai tout largué. Je me suis organisé autrement. Et aujourd'hui, donc, je vis aux États-Unis où je marche 10 mois de l'année tous les jours pour faire les 5000 randonnées des 63 parcs nationaux pendant 5 ans, tout en continuant de gérer mes 7 entreprises, 5 en France, 2 aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, je suis encore chef d'entreprise je vais dire, je suis propriétaire d'entreprise, ça va être plus simple. Mais quand je dois me présenter, je dis que je suis philosophe, aventurier et écrivain. Et seulement après, je dis que je suis chef d'entreprise. Donc voilà, pour faire simple, avec mon épouse, elle a 2 enfants, j'en ai 3. Les 5 vivent en France. Ils ont entre 16 ans et 29 ans. Voilà pour la petite présentation rapide. Merci David. Juste, je prends un petit temps pour saluer Anne qui nous a rejoint. Donc pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à aller. J'ai mis en commentaire du post et puis également de l'information comme quoi le live allait commencer dans 50 minutes. J'ai mis un lien sur StreamYard, ce qui permet, si vous cliquez dessus, de pouvoir vous identifier et qu'on puisse directement voir votre nom sur le logiciel, l'application qu'on utilise, parce qu'on peut le voir en direct sur Facebook, mais nous on a pour les personnes qui ne l'ont pas fait, on a juste Facebook User. Ça permettrait de voir en direct les personnes qui se sont connectées. D'abord, David, je vais reprendre les questions là, qui nous ont été posées par les différentes personnes. Il y avait une première question de Nicolas qui nous disait quelles ont été tes croyances limitantes qui lorsque tu travaillais 70 heures par semaine, t'empêchaient d'aller vers la situation actuelle? Alors, merci Nicolas d'avoir posé la question parce que ça m'a permis de revenir en arrière et de refaire un comeback parce que c'était une question. J'ai dû me la poser à l'époque et forcément après, quand tu es dedans, tu te la poses plus, quoi. Et puis bien heureusement d'ailleurs. Alors, philosophe, je suis philosophe de Nietzschéen et Schopenhauerien, c'est-à-dire que c'est deviens qui tu es. Sauf que quand tu as 30 ans, tu es persuadé que le chef d'entreprise, c'est qui tu es et que le chef d'entreprise qui bosse tous les jours non-stop, qui se réveille à 4 heures du matin, qui rentre le soir à 18 heures, voit ses gosses, les embrasse et repart à 20 heures pour aller dans les clubs de chef d'entreprise, tu as l'impression que c'est ça que tu es. Et en fait, deviens qui tu es, c'est pas du tout ça. Tu t'en aperçois un peu tardivement ou pas d'ailleurs.
En tout cas, je ne regrette pas ces années-là. Je m'en suis aperçu, moi, à 38, 39 ans, quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la philosophie, à lire Nietzsche. Ce qui m'empêchait de passer ce cap, c'est que je suis fils d'ouvrier. Et donc, quand tu es fils d'ouvrier, tu te dis, ouais, déjà, chef d'entreprise, c'est pas pour moi. Parce que la stratification sociale fait que tu as eu 1% de chance à l'époque. On avait 1% de chance de fils d'ouvrier de finir patron. Donc, déjà, tu as la chance d'être patron, quoi. Donc, il ne faut pas trop en demander non plus. Donc, patron qui a réussi à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à l'intégralité de son temps pour faire ses passions et ce qu'il aime, ça paraît être encore, ça paraît être de trop, ça paraît être too much, ça paraît être impossible pour le fils d'ouvrier que tu es, même quand tu es devenu patron. Donc ça, c'était ma première truc limitative. Après, c'est quand même toute l'époque, les années 80-90, où, pour reprendre Sarkozy, c'est travailler plus pour gagner plus. Et donc, bah, c'était bien que tu travailles plus parce que tu gagnais plus. Et en effet, je travaillais plus et je gagnais plus. Et plus je travaillais, plus je gagnais. Et plus je travaillais, plus je gagnais, plus j'achetais d'entreprises et plus je travaillais. Donc, j'ai commencé par 1, 2, 3, 4 et puis j'ai fini par 5 entreprises. Et donc, et puis je gagnais beaucoup et je gagnais énormément. Et donc, en fait, tu finis par être possédé par ce que tu possèdes. C'est-à-dire, tu finis par être un homme matériel et plus un homme intellectuel. Et à un moment donné, tu prends conscience de ça. Tu te dis, mais putain, la vie, c'est pas d'avoir un 1+1, c'est-à-dire, une fois que tu as acheté la Mustang, il te faut la Mustang Shelby GT350. Une fois que tu as la Shelby GT350, il te faut le +1, c'est-à-dire la Shelby GT500. Et tu cours après ça, en fait. Tu cours constamment après ça. Et tu dis, voilà, ma vie, c'est ça, en fait. C'est de courir après le 1+1, de posséder, être possédé par ce que je possède. Ça devenait complètement dingue, en fait. J'avais calculé un jour, j'avais mes cousins qui étaient venus à la maison, ils avaient calculé le nombre de chemises que j'avais. Donc, j'avais quand même 260 chemises. À quoi ça sert? Aujourd'hui, je vis dans mon bus et j'ai 4 chemises. Voilà. Et je vis très bien et je suis encore plus heureux. Donc tout ça, ça a été des facteurs limitatifs. Ensuite, je sortais de l'armée, 8 ans d'armée dans les forces spéciales, où j'avais eu le PTSD, donc c'est les syndromes post-traumatiques. Et donc, c'est quand même hyper reposant de travailler et de travailler dur et constamment et de ne pas réfléchir à ce que tu avais vécu avant. Donc c'était comme un pansement sur une jambe de bois, en fait. Donc tout ça ont été des facteurs ou des croyances limitatives, en plus de tout le reste, c'est-à-dire la famille, les amis, les chefs d'entreprise, pères qui disent « Ah mais non, une entreprise c'est un patron et des salariés et c'est rien d'autre. Le pouvoir aux salariés c'est des conneries ou c'est des trucs de communistes ou c'est des… » Ou t'entends tout, et puis la famille qui dit ouais bon t'es patron, te plains pas, ce que tu imagines vouloir faire là avec ton entreprise libérée, ça c'est un truc d'idéaliste, tu vas te planter, c'est pas fait pour toi machin. Et puis la société derrière, parce que tu t'aperçois qu'en fait la société elle n'est pas faite, la société capitaliste française, le capitalisme français comme le capitalisme rhénan allemand ne sont pas faits aujourd'hui pour accepter ce genre d'organisation. Voilà. Donc voilà pour répondre à Nicolas, mes croyances, toutes mes croyances limitatives. Ce qui a été le déclic, parce que j'imagine que derrière on va me poser la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis fait aider. Constamment, je me suis fait aider. C'est-à-dire que quand j'étais chef d'entreprise, je me faisais coacher personnellement. J'ai fait du développement personnel, des formations en développement personnel. Et à un moment, je me suis dit, mais ma vie, c'est absolument et pas du tout ça. Donc il faut que j'arrête tout. Et quand je dis que j'arrête tout, c'est que j'ai tout arrêté. C'est-à-dire la vie que je venais avec mes enfants et ma première épouse, j'ai tout arrêté. J'ai donc divorcé en 3 mois. Je suis parti. J'ai dit, ce n'est plus du tout ma vie. La philosophie que j'avais, mes entreprises, tout ça, je me suis fait aider à chaque fois pour mettre en place ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Voilà. Alors, on y viendra sur la question de l'entreprise libérée. Entre-temps, je salue Carline qui nous a rejoint. Bonsoir. N'hésite pas, Carline, aussi également à cliquer sur le lien qu'il y a dans le commentaire que j'ai mis sur StreamYard de manière à ce qu'on puisse s'identifier. Christelle, bonsoir. Marie-France, bonsoir. Et puis tous les autres qui nous ont rejoints également. Bonsoir. N'hésitez pas à vous manifester. Là, on est en train de répondre aux quelques questions aux questions qui ont été posées préalablement. Si vous avez d'autres questions, notez-les. On y répondra aussi par la suite. Au fur et à mesure de la discussion. Justement, à propos d'entreprise libérée, il y a Marie qui souhaitait savoir ce qu'est réellement une entreprise libérée, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et là, comme toi, tu as vécu ça de l'intérieur, puisque tu as mis ça en place, avant de parler des autres points et comment tu as mis ça en place, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée? Alors, une entreprise libérée, c'est
C'est l'inconvénient de la France, c'est que la France aime bien brûler ses veaux d'or. Donc l'entreprise libérée, à un moment donné, c'était le nec plus ultra de tout ce qu'il y avait de mieux en type de management, jusqu'au moment où on l'a brûlé parce que entreprise libérée, et puis on est parti sur la sémantique, et puis tous ces débats purement latins. Ici, aujourd'hui, on fait des conférences avec Tony Zier, donc le patron de Zappos, qui est une entreprise libérée de 5000 personnes qui appartient au groupe Amazon. On fait des conférences avec lui, avec 2000-2500 chefs d'entreprise qui croient à l'entreprise libérée, qui croient aussi aux coopératives, qui croient à un autre système que le système d'organisation que l'on a très pyramidal dans les systèmes capitalistes. Donc l'entreprise libérée, c'est quoi? C'est à un moment donné libérer les salariés de toutes les barrières qui peuvent amener à annihiler leurs idées, leurs créations, leur travail. C'est-à-dire que je considérais que moi, en tant que chef d'entreprise, j'étais une barrière pour eux. À partir du moment où je leur ai dit maintenant, la stratégie à 5 ans, stratégie de communication, stratégie produit, stratégie commerciale, toutes ces stratégies, c'est vous qui les décidez complètement. La vision de l'entreprise, c'est vous qui la décidez. Et c'est vous qui décidez de tout, c'est-à-dire de vos salaires, de vos primes, des dividendes, de tout ça. C'est vous qui décidez de tout au sein de l'entreprise. Moi, je ne décide plus de rien du tout. Je ne suis là que le jour où vous avez une divergence de point de vue pour vous donner la mienne. C'est tout ce que je fais aujourd'hui au sein de mes entreprises. C'est tout ce que fait Tony Zier au sein de son entreprise aujourd'hui de 5000 personnes. Donc l'entreprise, c'est ça. C'est vraiment libérer le salarié et lui donner tout pouvoir créatif au sein de l'entreprise. Faire en sorte que son entreprise, ce soit comme si ça lui appartenait. Vous allez me dire, j'avais qu'à la transformer en coopérative. J'y ai sérieusement songé et on a sérieusement étudié le projet. Sauf qu'à l'époque, les entreprises valaient, le groupe que je voulais passer intégralement valait 2 millions d'euros et mes salariés n'avaient pas les moyens de pouvoir acheter les parts pour passer en coopérative. Et que même si je leur faisais un cadeau, le fisc allait me tomber derrière pour dire « Monsieur, vous avez sous-évalué votre groupe et votre entreprise, et donc je vous rattrape dessus, je rattrape tous vos salariés. » Donc c'est pour la simple et bonne raison, celle-ci, que nous ne sommes pas passés en coopérative. Et donc en entreprise libérée, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, c'est qu'une entreprise libérée. Une entreprise libérée, tout le monde ne peut pas être entreprise libérée. J'aide beaucoup de... Je me suis fait aider. C'est-à-dire que tous mes salariés ont été coachés individuellement pour savoir quels étaient leurs points de vue. Pendant 1 an, ils ont été coachés individuellement. Quels étaient leurs points de vue sur le travail en général, sur leur travail, sur l'entreprise, sur notre entreprise en particulier, sur leur travail au sein de notre entreprise en particulier. Ensuite, ils ont été coachés collectivement pour sortir une vision globale. Ils m'ont sorti la vision. À aucun moment, je n'ai assisté à quoi que ce soit. Je n'ai assisté qu'à la fin, ils m'ont donné la vision globale. De cette vision globale, on a sorti des stratégies à 5 ans. De cette stratégie à 5 ans, c'est ce qui déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, l'année prochaine, il y a de nouvelles stratégies à 5 ans qui vont ressortir au sein du groupe. Et tout ça, on a été aidé. Et tout ça, ça m'a coûté 0. Ça m'a coûté 0, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai tout pris sur mes budgets formation. Mais par contre, c'était hors de question que ce soit moi qui le fasse. Donc, une entreprise libérée, comment on fait? C'est avant tout des hommes. C'est-à-dire, il faut que les salariés se disent oui, pourquoi pas. J'ai eu des salariés qui m'ont dit non. J'ai eu des salariés qui ont refusé le coaching et qui, au final, ont intégré quand même l'idée et aujourd'hui sont des vrais porte-parole. Ensuite, l'entreprise libérée, c'est un homme qui doit le décider. Ça va pas venir des salariés, ça doit venir du chef d'entreprise. Et là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise pour qui c'est complètement bloquant. C'est-à-dire que déléguer et donner du pouvoir aux salariés, pour eux, c'est pas possible. Donc ces entreprises-là, il ne faut même pas en parler. Si le chef d'entreprise n'est pas dans une mentalité qui permet d'asseoir la légitimité d'une entreprise libérée, c'est même pas la peine de faire un dossier. Et ensuite, il y a l'activité. Il y a des activités qui ne peuvent pas rentrer dans l'entreprise libérée. Expert comptable, avocat, infirmière libérale, vous ne pouvez pas devenir une entreprise libérée comme ça du jour au lendemain. Moi, je peux être absent de mes entreprises. Un avocat ne peut pas être absent de sa plaidoirie. Un expert comptable ne peut pas être absent parce qu'il doit signer tous les bilans. Une infirmière libérale ne peut pas.
Donc, il y a des activités pour qui c'est pas possible. Il y a des chefs d'entreprise pour qui c'est pas possible. Il y a des groupes de salariés pour qui c'est pas possible. Voilà. Très bien. J'espère que Marie, tu as eu la réponse à la question. Après, on pourra encore développer ce point-là, mais c'était important déjà de le préciser. Pour rebondir sur l'entreprise libérée, donc tu as dû, les salariés c'est l'entreprise qui est gérée par les salariés, du moins qui est gérée par les salariés. Donc toi, tu restes à la tête, tu es toujours propriétaire. Et il y a une question d'Antonia, et puis qui était aussi similaire avec une question de Dominique. Antonia disait, OK, par rapport à la délégation que tu as mis en place, donc ce que tu disais à l'instant, qu'est-ce qui passe uniquement par toi? Ça, c'était pour Antonia. Et pour Dominique, elle disait, comment t'es-tu organisé au niveau du reporting avec tes équipes pour que tu aies un aperçu de ce qui se passe dans tes entreprises? Alors, c'est la bonne question, parce que dans ta petite présentation, tu disais que tu passais un quart d'heure, une demi-heure pour l'ensemble de cette entreprise. Hein. On n'a pas reprécisé ça tout à l'heure, mais pour cette entreprise. Alors, pour répondre à ta première question, pour revenir sur les indicateurs après, la première question, tu peux me la rappeler, c'était? La première question, c'est par rapport à la délégation que tu as mis en place. Qu'est-ce qui passe encore uniquement hein, par toi? Ouais, le licenciement. C'est-à-dire que, je vais être clair, hein, mes salariés, c'est eux qui décident des recrutements, c'est eux qui décident des licenciements, mais c'est pas eux qui les font. Alors, c'est pas eux qui font le licenciement, c'est eux qui font les recrutements, mais pas le licenciement. C'est-à-dire que quand ça va plus avec quelqu'un, donc là, j'ai eu le problème avec mon directeur de la formation, qui s'entendait plus avec personne au sein de l'entreprise. Donc, plus personne s'entendait avec lui, donc ça c'est venu à mes oreilles, je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai écouté les uns, j'ai écouté lui, il est tombé complètement des nues. C'est moi et lui, d'un commun accord, qui avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Ce n'est pas venu des salariés, enfin c'est pas venu des salariés, c'est pas les salariés qui ont lancé le processus de licenciement, c'est moi qui l'ai lancé. Voilà. Pour ce qui est du recrutement, moi je ne suis que conseil, c'est-à-dire qu'ils disent voilà David, il nous faut un technicien, il nous faut une secrétaire comme c'est arrivé, une secrétaire comptable, je sais plus, il nous fallait quelqu'un en formation l'année dernière en plus, un technicien niveau 1 cette année. Ils me disent David, voilà, il nous faut ça, on a reçu des gens, est-ce que tu veux faire un entretien avec eux? Et moi, je fais un entretien avec eux, mais pas des compétences, pas de savoir quoi aux caisses. C'est juste pour leur dire, voilà ce qu'est une entreprise libérée. Donc, attention où vous mettez les pieds, parce que tous les salariés ne peuvent pas intégrer une entreprise libérée. Ça demande une autonomie, une responsabilité. Ça demande aussi, à un moment donné, j'ai beaucoup, par exemple, avec des commerciaux, ça se passe pas en général très bien. Parce que le commercial a besoin que le chef d'entreprise lui tape sur l'épaule en lui disant « Putain, tu as fait vraiment un super taf ce mois-ci, je suis vraiment content pour toi. » Dans une entreprise libérée, le commercial doit savoir qu'il ne va pas avoir cette petite tape et puis cette petite gentillesse derrière tous les jours en lui disant « Ah putain, tu as vraiment été bon. » Non, ça, il ne l'aura pas. Il l'aura peut-être de ses camarades. Et ses camarades lui diront « Ah putain, grâce à toi, tu as vu, on a encore margé, on aura des belles primes, des machins, des trucs. » Il l'aura. Mais voilà, donc il faut avoir quand même un certain état d'esprit. Moi, ce que j'essaye de savoir à ce moment-là, c'est quel état d'esprit ils ont par rapport à cette organisation-là, pour être sûr que ça matche bien. Et puis, pour leur expliquer de quoi est fait une entreprise libérée, surtout parce que la majorité de ceux qu'on recrute ne savent pas du tout de quoi il en retourne. Donc, je veux vraiment être sûr du truc. Et puis après, à partir du moment où moi, c'est validé, de toute façon, en amont, ils avaient déjà validé 2 ou 3 candidatures. Après, ils décident, je leur dis oui, oui pour les 3, par exemple. Maintenant, débrouillez-vous, quoi. Mais le licenciement, c'est les investissements, par exemple, quand ils doivent acheter une voiture, ça passe pas par moi. Quand ils ont 20 000 € à dépenser, ça passe pas par moi. C'est eux qui décident. Une augmentation de salaire, c'est eux qui décident. Donc là, primes, c'est eux qui décident. C'est en termes de ce qui se passe par toi et en termes de reporting. Alors, le reporting, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui passe, du moins voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que quand on voit de l'extérieur, on se dit bah c'est super, c'est magnifique, c'est magique.
il appliquait toutes les méthodes qui vont bien. Alors d'abord, quelle méthode, mais bon, admettons. Et quand même, on se dit, il y a quelque chose il y a quand même un reporting à avoir pour prendre certaines décisions. Et quelque chose de très précis, parce que tu n'as pas trop de temps à passer dessus. Alors, je reçois un tableau tous les lundis matins aux États-Unis. Donc, quand je me lève le lundi matin, je sais que mon petit tableau m'attend. Dessus, j'ai le primordial depuis 3 ou 4 ans, c'est ma trésorerie. C'est-à-dire que j'ai un tableau de trésorerie sur chacune de mes entreprises pour savoir où on en est dans les comptes bancaires, où on en est dans les dus clients, où on en est dans les retards clients. Parce que ça, c'est une mode très. Les retards français, les retards, c'est que en France. Hein. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. Il n'y a que en France où les mecs, ils ont 2 mois de retard, 3 mois de retard sur les factures. Donc voilà. Donc ça, c'est mon premier tableau, c'est celui-ci. Le deuxième tableau, c'est le chiffre d'affaires. C'est très simple. C'est le tableau du chiffre d'affaires cumulé mensuellement et comparatif par rapport aux années précédentes. Ça, c'est simple. J'ai ça et mon tableau. Et puis j'ai un tableau de marge qui est fait par un de mes gars, c'est-à-dire qui prend les grosses affaires. Il me fait une marge complète avec le temps de travail effectué aussi pour voir si sur les grosses affaires, alors ce qu'on appelle nous grosses affaires, c'est des affaires à plus de 20 000. Si on est toujours bien, si on a été bon, si on n'a pas perdu de temps, etc., si on marche bien sur le matériel, etc. Donc voilà, c'est les 3 tableaux que je reçois pour presque toutes les sociétés, sachant qu'il n'y a pas une société pareille qui vend la même chose. Donc il y en a pour lesquelles j'ai pas de tableau de marge, par exemple, je m'en fous. Ok. Alors d'abord, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous avez notées? Qu'est-ce que vous retenez déjà de ces premières questions? Si vous pouvez le marquer en commentaire, voir ce qui vous a marqué, ce qui vous a intéressé, ou bien ce que vous avez appris, de manière à ce qu'on puisse également suivre ce qui vous parle actuellement dans les quelques points qu'a balayé David sur l'entreprise libérée, sur ses croyances limitantes, ou bien sur les indicateurs et puis le reporting. On a un petit décalage entre les commentaires et puis le moment où on parle, mais n'hésitez pas à mettre déjà ce que vous avez retenu pour les personnes qui nous suivent en direct, et pour celles qui nous suivent aussi en replay, n'hésitez pas également à le mettre avec le petit hashtag replay en disant voilà, hashtag replay, et puis marquez ce que vous avez retenu, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a marqué, ou bien s'il y a eu des questions complémentaires. Donc là, avant de passer à la question suivante, j'ai Antonia, je ne sais pas si j'ai salué, qui nous a rejoint tout à l'heure. Bonjour Antonia, qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoints. Voilà. Le temps que les commentaires arrivent, mettez en plus ce qu'on appelle le point important, hein, le golden nugget, hein, vraiment le point d'or qui vous a le plus parlé depuis le début de cet échange. En attendant que les commentaires arrivent, il y avait une 4e question de Nicolas qui disait « Tu t'es libéré de l'emprise de tes entreprises, mais cette libération personnelle ne pèse-t-elle pas sur d'autres désormais? Entreprise libérée égale salarié overbooké ?» Très bonne question. Ça s'est fait sur 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris la décision de devenir entreprise libérée, où les salariés se sont dit OK, où moi j'étais plus que partant parce que c'est moi qui avais initié le projet, ça a mis 5 ans. 5 ans où j'ai délégué petit à petit tout ce que... alors attention, l'entreprise libérée en France, ça doit être 2% des entreprises seulement. Sur ces 2%, des chefs d'entreprise qui se sont libérés, eux, totalement de leur entreprise, c'est moins de 10% de ces 2%. Donc, beaucoup d'entreprises libérées ont encore leur chef d'entreprise à la tête de l'entreprise, qui fait encore des choses. Des entreprises libérées où le chef d'entreprise s'est totalement libéré sont extrêmement rares en France. J'en fais partie. Comment ça s'est passé ? Au bout de 5 ans, j'avais grosso modo 5 grosses missions au sein de mes entreprises. Je les ai déléguées à des salariés. Je les ai dispatchées à différents salariés.
Ce qui fait qu'ils se sont tous retrouvés avec au moins une mission supplémentaire par rapport à la leur, qui était pour l'un, celui qui a pris le plus, c'est celui qui s'est retrouvé à faire les clubs de chefs d'entreprise où j'étais, où je développais mon réseau relationnel. Donc, je ne lui ai pas demandé qu'ils fassent tous, parce que moi, ça me prenait quasiment tous mes soirs, hein. J'étais au Centre des jeunes dirigeants, j'étais à la CGPME, j'étais au MEDEF, j'étais juge au prud'homme, j'étais président de la commission de finances de la Chambre des métiers, j'étais au club des entrepreneurs de Compiègne, j'étais partout. Donc, lui, il a pris que les APM et le BNI. Voilà. Donc c'était hyper light par rapport à tous les autres, par rapport à ce que je faisais. Donc, il a pris ça. Ah, j'entends de la musique. Non? Non, ça grésille. Bon, je sais pas. Ça grésille un peu. En tout cas, c'est. Moi, c'est bon, ça va se faire. Ah, c'est un téléphone. Il y a un téléphone qui sonne, non? Je sais pas si c'est. Ah. En attendant que le téléphone sonne, juste pour il y a deux personnes, il y a notamment Antonia. N'hésite pas, Antonia, à cliquer sur StreamYard, le lien que j'ai mis en commentaire pour t'identifier. Il y a eu deux personnes qui ont répondu. C'est bon, tu me dis, David, si c'est OK, pour qu'on reprenne. Okay. Et puis, on reviendra sur les commentaires de Christelle et d'Antonia. Donc, j'ai pas eu de salariés qui ont été du coup du jour au lendemain overbookés. On avait un principe de recrutement au sein de l'entreprise, c'est qu'à partir du moment où une personne est overbookée à 110 ou 120%, à ce moment-là, on fait un recrutement. Donc, mes gars étaient tous à peu près à 80-90% de leur capacité de travail. Ils sont passés à 100, 110. Et pour certains, à un moment donné, il a fallu qu'on recrute derrière. Par exemple, mon formateur qui est passé formateur et commercial, formateur et créateur de réseau. Lui a été un peu overbooké à un moment donné, donc on a recruté un formateur et ça tombait bien parce que de toute façon on avait de plus en plus de clientèle et de toute façon il nous fallait quelqu'un, qu'il ait eu cette fonction en plus ou pas, il nous aurait fallu quelqu'un à un moment donné. Donc voilà, donc ça a été l'excuse en plus pour accélérer ce recrutement-là. Voilà pour ce qui concerne mes salariés overbook. Alors, donc ils se sont tous pris une mission et toutes les missions qui se sont pris, ils se sont pas pris en pleine face en disant oh, putain, c'est ça l'entreprise libérée. Le patron il se libère de tout, il se casse et puis vive la vie quoi. Non, ils ont tous été passionnés par la mission qu'ils ont pris supplémentairement quoi. Ils ont ah moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça quoi. Ils se battaient pour avoir les missions supplémentaires. Ok, donc là c'est pour la question c'était la question de Nicolas. J'espère que David a bien répondu à ta question. Entre-temps, Christelle a mis comme commentaire un indicateur finalement très simple et financier. Quelles actions s'ils ne sont pas bons? Alors, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que tu as évoqué dans la question d'avant. Alors, dans une entreprise libérée, c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. C'est pas le patron voit que les indicateurs sont pas bons et donc il y a une action du patron qui est faite derrière. Les salariés voient les indicateurs avant moi, savent ce qui ne va pas et me font des propositions. C'est-à-dire qu'au moment où moi, le lundi à 18h, heure française, et pour moi le matin, quand je vois, s'il y a des indicateurs qui sont pas bons, soit j'ai déjà l'explication de texte, soit j'ai déjà les actions qui sont mises en place. Très bien. On est dans une entreprise, on n'est plus du tout dans une hiérarchie qui dit oh, ça va pas, je vous tape dessus sur les doigts et puis voilà comment ça va se passer maintenant et voilà ce qu'on va faire. On n'est plus du tout on est sur quelque chose de complètement horizontal. Très bien, merci David pour cette réponse. Il y a Antonia qui nous en commentaire qui a indiqué dans mon association on est sur la voie de la libération, on a déjà mis en place des équipes autonomes, ça a mis 3 ans, le chemin est long. Oui, le chemin prend un petit peu de temps. J'en profite pour les autres personnes, Marie-France, Nicolas qui sont connectés. Mettez déjà en un mot, quoi, et les autres personnes qui sont avec nous, si vous avez en un mot déjà ce qui vous a marqué ou ce que vous retenez, juste un mot de ce que vient de dire David, si vous pouvez le mettre en commentaire de manière à ce qu'on puisse suivre également et puis pouvoir partager ce qui est dit pour pas que ça soit uniquement dans un sens. N'hésitez pas à pouvoir le mettre en commentaire en dessous en espérant que ça puisse bien fonctionner et qu'on puisse recevoir ce commentaire-là.
Voilà pour le différents points. La question suivante que nous avait posée, je crois que c'est Antonia. Comment a-t-il dépassé son besoin de contrôler, de vérifier pour passer à un mode de management basé sur la délégation de la confiance qui a un peu répondu? Et comment il réagit en cas de problème sur une BU? Il s'investit ou il délègue? Donc, c'est un peu le prolongement de ce que tu viens de dire. Donc, si tu peux, tu as des choses à rajouter. Ouais, alors, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne sais pas si vous l'avez eu dans votre dans le pays, dans votre beau pays qui est la France. Ça s'appelle le Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. On n'a pas été. Donc, avec mes 5 entreprises qui sont dans le service aux professionnels, pour l'essentiel, c'est des activités qui sont dans les services aux professionnels, avec des professionnels qui travaillaient plus, avec des contrats de maintenance qui étaient mis en place. Inutile de dire que là, ça a été chaud patate quand même. Là, l'entreprise libérée, on l'a continué, mais je me suis posé sérieusement la question de savoir si je n'annulais pas tout ici pour rentrer. Donc, on s'est posé la question qu'on a fait. À ce moment-là, au moment du Covid, on faisait une réunion tous les 3 jours avec les salariés. L'ensemble des salariés, tous les 3 jours, on avait une réunion. À ce moment-là, j'ai posé la question aux gars de dire est-ce que je dois revenir et tous m'ont dit pourquoi faire ben, pour vous aider. Nous aider à quoi? De toute façon, on va tous se foutre en chômage partiel. Il n'y a aucune activité, il n'y a pas un téléphone qui sonne, il ne se passe rien. Tous nos clients quasiment sont fermés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est surtout essayer de choper le chômage partiel, essayer de serrer les vis et compagnie. Et voilà ce qu'on me propose. Donc, ils m'ont proposé un plan complet avec chômage partiel. Ils ont annulé tous les contrats récurrents qu'on avait, par exemple, pour le jardin, parce qu'ils ont... le groupe est dans une vieille ferme avec piscine, salle de billard et tout le tout team. Donc, on a jardinier, on a femme de ménage et tout le machin qui vient. Donc, ils ont tout annulé, tout ça. Et ils ont dit, bah voilà, et on va reprendre au fil de l'eau où les informations vont arriver et où on va pouvoir reprendre et où les clients vont pouvoir reprendre. On va reprendre tout doucement. Donc, ça s'est fait comme ça. Ceci étant, j'étais vraiment frustré de ne pas être là avec eux au milieu de la bataille. Je suis un ancien militaire. J'étais 10 ans dans les forces spéciales, donc troupes de marine et chasseurs alpins. Et au moment où ils ont livré la plus grosse des batailles, je n'étais pas avec eux physiquement. De toute façon, j'aurais pas été avec eux physiquement, puisqu'en France, ça a été le confinement moyenâgeux qui a été décidé là par la caste politique. Et donc, de toute façon, physiquement, il y aurait pas eu de contact non plus avec mes gars, mais au moins j'avais l'impression que qu'ils sentent ma présence, c'est con, hein, mais qu'ils sentent ma présence. Je me suis dit, ça va peut-être les soulager. Mais non, en fait, mais c'est moi qui me foutais des barrières. Je m'étais dit, mais en fait, dans leur tête, c'est eux les patrons et c'est eux qui gèrent l'entreprise et c'est fait et c'est acté et ils n'ont plus besoin de moi. Alors pour l'ego, c'est pas terrible, hein, mais en attendant, la réalité était là. Donc le plus gros pépin qu'on a eu, c'est ça, c'est le Covid. Comme tous, hein, vous avez dû tous souffrir, comme nous on a souffert, et on continue hein, encore. Cette affaire n'est pas réglée. Hein. Aux États-Unis, ça y est, c'est reparti, mais ouais, je vois le commentaire vite fait. Ils sont proactifs, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, ils m'avaient déjà donné tous les textes de loi concernant le chômage partiel. J'avais même pas à les regarder, à appeler mes avocats en social pour leur dire comment ça se passe. Ils étaient déjà au courant de tout, quoi. Donc voilà comment ça se passe quand j'ai un problème sur le BU. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'avait posé une question sur comment ça se passe, moi, mon quotidien, quand je vois qu'il y a des problèmes. Parce que mon quotidien, c'est je suis dans les parcs nationaux, à prendre des vidéos, des photos. Enfin, vu comme ça, c'est le rêve absolu quoi, d'un chef d'entreprise. Hein. Celui qui aime le golf, il passerait sa journée à jouer au golf dans tous les golfs des États-Unis, ce serait pareil. Quoi. Et quand j'ai des problèmes, au sein de l'entreprise, on a une philosophie, c'est que les problèmes n'existent pas. C'est-à-dire quand on a des problèmes ou des contraintes, ils sont transformés en opportunités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu une perte de gros clients, c'est pourquoi on a perdu ce gros client et on essaie de le récupérer. Et
Donc là, du coup, ça passe par une vraie philosophie, une vraie culture d'entreprise où la contrainte et le problème n'existent pas. Il n'y a que des solutions à des problèmes. Il n'y a que des défis à relever. Il n'y a que des contraintes qui sont bénéfiques pour l'entreprise. J'ai appris ça simplement de mes randonnées. Je me souviens d'une grosse randonnée à Grand Teton, à la frontière canadienne, où avec mon épouse, après 6 heures de marche, on arrive au sommet et là, on voit le petit lac qui était comme ça, et qui était en fait un immense lac, mais qui est petit comme ça. Et on se dit, waouh, la route est encore longue pour descendre de l'autre côté. Et on voit à un moment donné un chemin en zigzag. Et on se dit, ah, le chemin, il est juste là. Mais non, c'était sans compter qu'il y avait une falaise entre les deux et qu'il fallait qu'on reparte sur 3 kilomètres plus loin pour redescendre, pour revenir sur ce chemin-là. Donc, c'était 4 kilomètres de plus. C'est ce qu'on appelle une contrainte. Mais cette contrainte nous a amenés dans un endroit où il y avait des cascades avec des rochers rouges. Et donc, cette contrainte était devenue quelque chose de positif. Et toutes les contraintes doivent être telles quelles. Et c'est notre culture d'entreprise. Issue de l'entreprise libérée, parce que je considère qu'une entreprise libérée, qu'une entreprise est un organisme vivant. C'est la grande philosophie des entreprises libérées, c'est que c'est des organismes vivants. Et comme c'est un organisme vivant, on réagit comme lui. Donc, soit on réagit mal à une contrainte, soit on réagit bien à une contrainte. Soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein. Mais c'est juste une question de philosophie de groupe. Très bien. Merci David pour ce. Tu as répondu en plus à une question suivante. Entre-temps, donc j'ai fait passer quelques commentaires. Il y a eu, je crois que c'était, alors que je retrouve, tac, j'arrive pas. Je crois que c'était, je me trompe, Marie-France qui nous disait hiérarchie. Non, c'est Carline qui nous disait hiérarchie horizontale. Il y a Marie-France qui nous disait ne pas hésiter à se faire conseiller et à se former. Donc là, ça a bien insisté là-dessus, se faire accompagner par rapport à ça, parce que on peut le faire en 10, 15, 20 ans, mais se faire accompagner, déjà, on va aller au bon endroit et puis on va peut-être gagner aussi un peu du temps. Et puis, on n'a jamais raison tout seul non plus. Alors, c'est surtout qu'il ne faut pas le faire soi-même. C'est surtout ça. J'interdis, moi, quand on me conseille, c'est que j'interdis de le faire soi-même. Si j'ai une réunion où je vais parler entreprise libérée, où c'est moi, David Van Leck, qui parle à mes salariés de l'entreprise libérée, je perds 70% de leur créativité. Parce que c'est le patron qui parle à ses salariés, quoi qu'on fasse, quel que soit le patron que je puisse être. On est dans cette posture-là. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur, que le patron n'est pas présent, qui savent que le patron n'aura pas de reporting sur la réunion, et que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui discute avec les salariés, on a 80% de créativité en plus. Donc ça, c'était pour la remarque. Merci Marie-France. Il y avait Christelle qui, donc tu as un peu répondu. Il y a aussi un point que Christelle soulève. A-t-on du coup une grosse diversité de profils dans l'entreprise libérée ou plutôt des salariés qui se ressemblent beaucoup? Alors là, juste pour toi, David, dans le programme CSP que je propose, on travaille beaucoup sur le fonctionnement, le fonctionnement des personnes, les fonctionnements des profils pour comprendre comment les gens fonctionnent avant de pouvoir faire des choses. Ça ne sert à rien, du moins de mon point de vue, d'abord de comprendre son fonctionnement pour éviter d'abord de le coller à l'identité. C'est pas lui qui est comme ça, c'est son fonctionnement. Et d'une part, une fois qu'on sait comment les gens fonctionnent, ben après c'est plus facile de pouvoir organiser et structurer les choses. Et donc la question qu'elle posait, est-ce que tu as une diversité de profils ou bien tu as des salariés qui se ressemblent beaucoup en termes de profils? Alors, j'ai une grosse diversité de salariés. Ils sont proactifs. Non, ils ne sont pas tous proactifs. J'en ai qui sont vraiment proactifs, mais j'ai une vraie diversité. C'est-à-dire que comme j'ai été 10 ans membre du Centre des jeunes dirigeants. Donc, j'ai été formé à tout ce qui est profil psychologique, énéagramme, développement personnel. Je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour comprendre qui étaient mes interlocuteurs en face, qu'ils soient clients, fournisseurs ou salariés. Donc, ça me permettait d'avoir des clés pour comprendre que les gens ne fonctionnent pas, on ne fonctionne pas tous pareil, on n'est pas tous des David Van Leck ou des Jean-François. On a tous notre manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, il fallait que je la connaisse et que je l'appréhende. Ça n'a pas été chose facile pour moi parce que j'avais tendance à recruter des gens qui, quand j'étais patron dans ma pyramide, là, dans mon bureau, là, je recrutais des gens qui étaient comme moi, c'est-à-dire très sociables, très proactifs, très drôles, très dans l'humour, très décalés, très rebelles.
et j'avais tendance et dès que j'avais des salariés que j'avais recrutés pour des compétences, mais qui étaient plutôt réservés, plutôt timides, plutôt retirés de toutes les choses qu'on pouvait avoir, qui venaient pas forcément à toutes les sauteries qu'on faisait ensemble, à tous les incentives qu'on faisait ensemble. Ben, j'avais tendance à me dire, oh bah celui-là il sert à rien, je vais le dégager. Ça c'était quand j'étais le pur patron pyramidal. Et j'avais mon épouse actuelle qui me disait non, 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 il est comme ça, il est bien, il est machin, tu verras, tu bidules. Et puis le nombre de gars que mon épouse actuelle a sauvés, je les compte plus. Et ô combien elle avait raison. Ô combien elle avait raison, parce que ça a créé une vraie diversité au sein de l'entreprise, avec des vrais systèmes, pas des systèmes, avec des vraies pensées et des vraies créations complètement différentes. Ça a amené des choses complètement dingues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sont libérés, ils ont osé parler, osé dire, osé faire, osé tenter des trucs, ils ont tenté des trucs auxquels j'aurais jamais pensé ou auxquels les salariés qui me ressemblaient auraient jamais pensé non plus. Donc ça, c'était pour la question pour Christelle. Alors, on pourrait répondre différemment. Est-ce que Christelle, ça répond à ta question ou tu as des questions complémentaires par rapport à ce point? Il y avait également Sandra, d'ailleurs, bonsoir Sandra, qui nous dit la confiance dans l'équipe, ça marche. Donc là, du coup, voilà. Alors, ça rejoint une question qui avait été posée. Alors, je reviens juste sur une question de Yves, mais auquel tu as répondu, mais pour bien mentionner qu'on y a répondu. Y a-t-il des jours où vous n'êtes pas moins serein en fonction de ce que vos équipes vous auront communiqué, votre activité du jour en sera un peu moins appréciée? Donc, tu y as répondu tout à l'heure. Et puis, je ne retrouve pas, il y avait une question sur ce que disait Sandra. Bon, on y reviendra. Il y avait une autre question qui était si tu as racheté des sociétés qui n'avaient pas envie de changer de management ou de valeur, comment as-tu géré pour obtenir l'adhésion? Ah ouais, ça c'est bien. Ça, c'est une top question parce que j'ai eu le cas 3 fois. Alors, la première, ISI, c'était une entreprise où mon expert comptable, ma belle famille qui était dans le milieu de l'entreprise, mon avocat d'affaires, tous m'avaient dit de ne pas la racheter. Donc moi, quand on me dit qu'il ne faut pas que je rachète un truc, avec mon esprit très rebelle, donc du coup, je la rachète. Je la rachète parce que j'avais exactement vu où était le problème. C'était une entreprise qui avait une super réputation avec des techniciens en or, mais le patron alcoolique à 10 heures du matin gérait plus rien, quoi. Il gérait plus la boutique. Il n'y avait plus rien qui était, il n'y avait plus rien qui pouvait fonctionner dans le truc. Donc moi, je suis arrivé, je rachète. Là, j'avais une obligation de présence parce que justement le problème, c'était la non-présence de l'ancien chef d'entreprise. Donc là, je leur ai dit, OK, je suis là, je suis avec vous, et je les ai suivis. Je les ai suivis longtemps. Je les ai suivis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je les ai suivis. Et j'étais avec eux. Et j'allais avec eux partout. Et j'ai fait des changements de poste. Et j'ai fait des changements de stratégie. Et on a basculé. C'était une entreprise qui faisait du dépannage téléphonique pour les professionnels, donc PABX et compagnie. Et on a basculé tout doucement sur l'IPBX, donc la téléphonie sur Internet. Et petit à petit, une fois que j'étais revenu avec eux et qu'ils avaient retrouvé confiance en eux, parce qu'en plus, ils avaient perdu toute confiance en eux et puis ils ne croyaient plus dans leur entreprise, et que les chiffres sont arrivés. Pour l'anecdote, la première année, les résultats que j'ai faits sur cette entreprise m'ont remboursé l'entreprise. Et c'était une entreprise où tout le monde me disait qu'il ne fallait pas que je rachète. Donc, j'ai été payé la première année. Donc, et tout le monde a retrouvé la confiance en eux, à tel point qu'à un moment, c'est même venu d'eux en disant, nous, on veut être comme les autres maintenant. On veut être comme les autres du groupe, c'est-à-dire entreprise libérée. Et aujourd'hui, ils gèrent tout seuls comme des grands. Donc ça, c'était la première. Une deuxième, CKI, une entreprise de maintenance informatique. C'était un de mes concurrents. Donc pour l'anecdote, j'ai racheté tous mes concurrents sur l'Oise, j'ai gardé les entreprises, j'ai gardé les noms. Comme ça, quand un client n'est pas content, il bascule dans une autre entreprise, c'est toujours la mienne en fait. C'était le principe de base. Donc j'ai 3 entreprises d'informatique aujourd'hui qui sont concurrentes, qui m'appartiennent et qui sont sur l'Oise. CKI, je rachète et je m'aperçois là très rapidement, au bout de 15 jours, que 80% de la clientèle s'en va. Une entreprise que je venais de racheter 200 000 €. Donc, je me dis, ah putain, 80% de la clientèle est en train de se barrer. J'essaye de diagnostiquer pourquoi avec un de mes gars d'une autre entreprise. Et on s'aperçoit qu'en fait, les 5 salariés qui sont là sont 5 salariés incompétents. Donc là, c'est un vrai problème de compétence. Là, ce n'était même pas un problème de savoir s'ils allaient être entreprise libérée ou pas. Alors là, je les licencie en 15 jours.
Et je reconstitue une équipe complète, neuve, avec forcément dans le recrutement la notion d'entreprise libérée qui était là. Je rachète ensuite TKS 2 ans après, 200 000 euros aussi. Je la rachète, là c'était plus facile, ils étaient deux, dont un qui avait un melon surdimensionné et l'autre qui n'avait aucune confiance en lui. Leur parler d'entreprise libérée, le melon surdimensionné, tout de suite oui, et l'autre tout de suite non. Donc le melon surdimensionné, je le mets 4 ou 5 fois sur des gros, très gros projets avec mon meilleur élément d'une entreprise concurrente. Et je leur dis à chaque projet, je vous mets en concurrence tous les deux et je prendrai le meilleur des deux projets. Les 5 fois, j'ai pris mon autre. Les 5 fois, l'autre, il me mettait une semaine de plus de boulot, là où l'autre mettait une journée pour le faire, l'autre, il mettait une semaine, etc., etc. Donc lui, il est parti de lui-même. Et l'autre, il a fallu que je fasse une conduite du changement parce que changer de patron, changer de type de management, ça faisait beaucoup pour lui. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'appelle en individuel, parce que c'est quelque chose que je fais souvent, c'est que je les appelle tous individuellement. Ça, c'est un de mes indicateurs que je fais, c'est que je les appelle tous individuellement. Je fais des réunions collectives, mais je les appelle individuellement pour savoir comment ils vont, où ils sont, dans quel état d'esprit ils sont, voir si le changement est toujours bon, voir si ça leur plaît toujours le poste où ils sont, s'ils veulent autre chose, si machin, enfin voilà, un peu paternaliste quand même, quoi. Sur les bords, je prends soin de mes gars, quoi. Je veux qu'ils se sentent bien dans leur boulot. Des mecs qui se sentent bien dans leur boulot, ils se sentent bien dans leur vie, quoi. Donc voilà. Une entreprise libérée, c'est pas l'entreprise du bonheur, faut pas non plus exagérer. Ça reste du laboris, hein, c'est de la torture, c'est du travail. Donc, mais voilà, on peut amener les choses comme il faut. Donc voilà les 3 exemples de reprise d'entreprise que j'ai eu avec 3 exemples différents. Très bien. Alors, on a dépassé un peu l'horaire, mais bon, événement exceptionnel, du moins invité exceptionnel, événement exceptionnel. Là, sur ce qui a été dit là, avant de passer aux toutes dernières questions, parce qu'on a eu beaucoup de questions pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu de nouveau? Quel point vous a marqué? Si vous avez un mot ou 2 mots à mettre en commentaire, si vous pouvez l'indiquer, ce serait une très bonne chose, de manière à voir ce qui a marqué, les points qui étaient importants, et peut-être d'ailleurs, si des questions complémentaires, n'hésitez pas, mais juste mettez un mot là, à partir de votre clavier sur le point que vous retenez ou le point qui est important pour vous jusqu'à maintenant. Voilà. Donc là, pendant que vous êtes en train d'écrire sur vos claviers, il y a là, en question suivante, il y avait, du moins dans les dernières questions, il y avait, alors j'en ai peut-être sauté une, mais on y reviendra si je l'ai sauté. Christelle, toujours, qui nous pose la question, quels ont été les leviers principaux pour la croissance de 5 à 30% dont tu parles? Donc, tu as un peu évoqué. Donc là, si tu peux développer. C'est très simple. Le principal levier a été que j'ai enlevé les barrières socio-économiques que les gens se mettent en tant que salariés. Du jour au lendemain, ils sont plus salariés. Du jour au lendemain, ils sont autre chose. Alors, à chacun ses croyances, à chacun ses interprétations. C'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce que, par exemple, quelle barrière? Un salarié va se mettre les barrières de « je suis technicien, maintenance informatique. Point. Mon contrat de travail, c'est d'être technicien, maintenance informatique. » Ça, c'est dans une logique pyramidale. Dans une logique d'entreprise libérée, c'est « je suis technicien de maintenance informatique au sein d'une entreprise libérée. J'ai des idées, je vais les essayer, je vais les tenter, les proposer au groupe. On va voir, ça marche pas, mais au moins, j'essaye parce que j'ai eu cette idée-là. » Dans un système pyramidal, c'est cloisonné. L'esprit se cloisonne. Parce que les idées, elles viennent de la hiérarchie. Les idées ne peuvent pas venir d'en bas. Ça, c'est très jacobin, quoi. C'est pour ça que c'est facile ici. Ici, la croissance des entreprises libérées, elle est de 15% par an aux États-Unis. Parce qu'ici, c'est l'individu qui prime. C'est pas ici, on est dans un État fédéral, on n'est pas dans un État français centralisé jacobin. Les idées, ici, elles peuvent venir que d'un gouvernement. On voit ce que ça donne avec le Covid. Les idées, quand elles viennent que d'un gouvernement. Les idées doivent pouvoir venir de la base. Elles doivent pouvoir venir d'un Raoult. Qu'il ait raison ou tort, on s'en fout. Les idées viennent d'un Raoult. Et moi, des Raoult, j'en ai plein mon entreprise. Et ils se plantent. Ça marche pas toujours. Et il y a des moments, ça marche. En 2018, je ne sais pas ce qui leur est arrivé.
On a fait la meilleure année qu'on avait jamais fait. Je me suis dit, putain, là, les mecs, vous avez cartonné. Alors, il faut savoir que c'est eux qui décident des primes, c'est eux qui décident des salaires qu'ils ont, et c'est moi qui décide ce qu'on fait des dividendes. Donc, les dividendes, je n'en prends jamais. Je prends 0 dividende. Par contre, 50% des dividendes sont redistribués à part égale à l'intégralité de tous les salariés du groupe. Qu'elles soient secrétaires ou qu'ils soient directeurs de la formation, tous ont entre 4 000 et 5 000 euros par an de bonus liés aux dividendes, lié au résultat final de l'entreprise. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais derrière, le fait qu'ils se disent, nous maintenant, nous sommes totalement, ils sont désinhibés en fait, c'est ça. Ils sont désinhibés. Et le fait qu'ils soient désinhibés, ils deviennent créatifs. C'est le principe qu'on est tous très bien en développement personnel, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patron n'est plus là pour structurer, pour donner des idées. Il n'y a plus de cadres. Enfin, en l'occurrence, j'ai des cadres au sens administratif du terme. J'ai des cadres, j'ai des non-cadres. Mais il n'y a plus. Mais le cadre, par exemple, a autant de voix que la secrétaire. Si la secrétaire a une idée, on va lancer l'idée, même si ça impacte le travail d'un autre. Et ça, et l'année dernière, en 2019, ils m'ont quand même fait plus 30% par rapport à l'année 2018. C'est incroyable. Et c'est important ce que tu as dit, même c'est à titre anecdotique, important ce que tu as dit par rapport aux dividendes. Donc là, tu ne prends pas de dividendes et en plus, c'est repartagé aux salariés. Donc finalement, c'est vraiment une entreprise pour les salariés. C'est la vision de l'entreprise. Et tu parlais de ça rapidement, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que du coup, il y a une cohérence complète depuis la mise en place de l'entreprise Uber, tout ce que tu as dit, et puis le fait que tu puisses te permettre de pouvoir les gérer comme ça à distance et le repartager, c'est le travail du moins les fruits de leur travail. Donc ça, c'est surtout dans ce qu'on entend ici. C'est pour ça que j'insistais sur ce point-là. Tous les ans, je fais l'entretien de fin d'année avec eux. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, je rentre en général en France. Cette année, on verra, ça ne va pas être gagné. On verra comment ça va se passer, déjà en termes de prix d'avion et puis en termes de retour ou de quarantaine ou de quatorzaine à faire dans je ne sais pas comment. Enfin, bon, bref. Mais en général, je rentre. Je rentre et je fais l'entretien individuel chaque année avec tous. Je leur pose une question, systématiquement, je leur pose une question. Est-ce que ça te fait pas chier d'avoir l'impression, ou est-ce que tu as l'impression de bosser pour un patron qui ne fait rien? Je leur pose les yeux dans les yeux, comme Cahuzac et le mec de machin. Les yeux dans les yeux, je pose la question. Est-ce que parce que moi, je crois que ça me ferait chier, tu vois, clairement. Hein. Moi, je pense que je serais un très mauvais salarié d'une entreprise libérée. Je suis un excellent patron d'une entreprise libérée, mais alors je serais un putain de mauvais salarié. Et je leur pose la question et je suis à chaque fois étonné. C'est des mecs qui sont franco, c'est des mecs qui y vont. Quand ils ont un truc, une patate à m'envoyer, ils me l'envoient. Tu vois, c'est pas de la chiffre molle, quoi. Mes mecs, quand ils ont un truc à me dire, même putain, elle envoie ses scuds par moment. Tu te dis, ouais, oublie pas quand même que je suis ton patron, quoi. Vas-y, mollo, quoi. Donc, ils envoient. Eh ben non. Non, parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils s'éclatent dans leur métier. Ils s'éclatent dans les décisions qu'ils prennent. Ils savent qu'ils ont la confiance de tout le groupe, pas du patron. Ils s'en foutent du patron. Ils ont la confiance du groupe complet. Et donc, c'est pour ça qu'ils se lèvent le matin, ils sont contents d'aller bosser. C'est pas le cas tous les jours. Il y a des moments où t'en as ras-le-bol. Mais en tout cas, c'est en règle générale, c'est ça. Ça, c'est important. Très bien. Donc là, le temps passe. Hein. Là, il nous reste quelques minutes, même si on a largement dépassé, mais pour que tout le monde puisse nous suivre. Et puis, j'ai entendu que 20 heures, certains avaient le repas ou le dîner. Mais en tout cas, on pourra même prolonger cet échange. J'ai quand même quelques questions. N'hésitez pas à poser aussi vos questions. On y répondra même par la suite, hein, si vous en avez d'autres qui viennent. Donc là, c'était la question de Christelle sur la croissance. Il y avait deux petites questions de Div qui disait d'abord, est-ce que le nombre d'entreprises a une réelle importance? Quels seraient les nombres minimales et maximales? Ça, c'est la première question finale. Et avant la dernière qui va arriver. Aucune importance moi, il se trouve que j'ai 7 entreprises, mais c'est parce que je suis un opportuniste. Moi, quand je vois un train qui passe, je monte dedans. Je suis pas la vache sur le côté qui regarde les trains passer, quoi. Donc moi, j'ai une opportunité, je la saisis. Je me suis planté. Hein. Je me suis planté. Hein.
J'ai racheté un restaurant à Las Vegas. Ça a été un pur désastre. Et pourtant, j'y croyais. Ah bah non, non j'y crois pas du tout. Ça s'est planté. Donc là, ça répond à la question d'Yves. Et puis, il y avait une dernière question, toujours d'Yves. Alors, j'espère que je vais pas oublier des questions des uns et des autres. Si d'aventure j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me le rappeler. Qui disait, alors de manière beaucoup plus globale, envisagez-vous d'écrire un livre comme Tim Ferriss? Vous êtes encore plus fort. Alors, parce que Tim Ferriss, c'était 4 heures. Alors pour ceux, Tim Ferriss, bon, je pense que ça parle à toutes les personnes du groupe, c'est comment travailler 4 heures par semaine. Là, c'est encore plus fort. C'est 1 quart d'heure par semaine, sachant que le modèle de Tim Ferriss est un peu différent. Toi, tu es vraiment des vraies structures, des vraies entreprises. Alors, c'est pas que c'est pas une vraie entreprise qu'il avait, mais toi, avec la maintenance informatique, avec des systèmes de contrôle, quoi. Bref, des entreprises qui ont des personnes, une vraie compétence. On a 7. Et donc là, pour la question, c'est est-ce que tu envisages d'écrire un livre par rapport à ça? J'ai écrit un livre qui explique toute mon évolution autant en développement personnel. Ça s'appelle L'enfant du dehors. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies de France et de Navarre. Je le mettrai dans les commentaires. Ouais, puis je vous donnerai un lien parce que je vous donnerai le lien directement auprès de mon éditeur. Parce que d'une part, quand vous l'achetez auprès de l'éditeur, je double mes droits d'auteur et l'éditeur triple ses droits d'auteur. Donc, je préfère faire travailler un petit éditeur dans un coin plutôt qu'une Fnac ou un Furet du Nord, pour faire simple. Et dans le tome 2, le premier chapitre de mon tome 2, j'explique tout mon parcours de l'entreprise libérée. C'est sur 100 pages. Alors, le tome 2 fait 350 pages, mais parce que je parle pas que de ça, je parle de la suite aussi, de ce que je vis aujourd'hui à travers mes entreprises libérées. Mais surtout, les 100 premières pages, c'est comment je suis arrivé là. Et le tome 1, c'est comment je suis arrivé là philosophiquement, psychologiquement. C'est surtout ça. Alors, pour Christelle qui dit le plantage du resto, c'est pas parce que c'était mon domaine. Moi, j'ai toujours dit que je peux vendre des chaussettes, des disques, je peux vendre de l'immatériel, je m'en fous, je suis un vendeur. Moi, peu importe l'entreprise. Aucune entreprise n'était de mon domaine. Quand j'ai racheté une boîte d'informatique, je sortais de l'armée. Quand j'ai racheté une boîte de téléphonie, je sortais de l'armée. J'ai créé ici une boîte aux États-Unis, une entreprise qui permet aux francophones de venir s'installer en France avec visa et création et tout le team, une entreprise de voyage, voilà, peu importe. J'ai une SCI que je développe aussi en France, j'ai une holding financière aussi, peu importe le secteur d'activité. Moi, il y a rien qui m'effraie. C'est pas le secteur d'activité qui fait que je me suis planté dans le resto. Je me suis planté. Alors, quand je dis planté dans le resto, attention, hein, je l'ai revendu, le prix, je l'ai acheté. Hein, donc, bon, c'est un plantage. Ouais, c'est pas vraiment planté, quoi. Ouais, okay. Mais c'est parce que je me suis planté, moi, sur l'idée que je me faisais d'un restaurant. C'était un 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je pensais que j'arriverais plus rapidement que ça à en faire une sorte de resto libéré. Et je me suis donné que 6 mois pour le faire. Donc, mon challenge était trop gourmand, en fait. J'étais trop sûr de moi et c'est moi qui me suis planté, en fait, plus que l'idée en elle-même. Le problème venait de moi. Ok, très bien. Merci David pour cette réponse, cette question. Est-ce que justement pour terminer, pour conclure avant de donner le mot de la fin à David, est-ce que vous pouvez à nouveau, par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé, des points que vous avez gardés, avec quoi vous allez repartir, les réponses, pour certains, ceux qui ont posé des questions, vous avez eu vos réponses. Pour d'autres qui ont posé des questions mais qui n'étaient pas là, qui vont nous voir en replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag replay pour bien indiquer que vous l'avez regardé en replay, puis bien noter que si vous avez eu les réponses à vos questions et si ça entraîne peut-être d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à l'indiquer. Voilà, donc pendant que les différentes personnes qui sont encore connectées avec nous en direct marquent sur leur clavier les différents points ou le point qu'ils vont garder, soit de la dernière partie qu'on vient de faire, ou soit de l'ensemble de la discussion.
Est-ce que tu as un mot de la fin, David, par rapport à l'ensemble de notre échange, qui, je pense, ne fait que commencer. C'est une première pour peut-être pour la suite, Ouais. parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, voilà, quel serait ton mot de la fin? Alors, faites attention, c'est compliqué, c'est pas simple. J'ai connu au sein du Centre des jeunes dirigeants des entrepreneurs qui s'y sont lancés, qui se sont plantés beaucoup, gravement. Donc, la principale chose à retenir, c'est si vous voulez vous lancer, faites appel à des gens comme Jean-François, faites appel à des gens comme moi, faites appel à des binômes qui peuvent être Jean-François, David, pour vous aider à vous lancer, pour vous aider dans cette aventure. Ne faites pas comme moi, mes premières, j'ai mis 5 ans, mes dernières, j'ai voulu les faire en 6 mois. Ça a été un lamentable échec de vouloir le faire rapidement parce que je pensais que j'avais le savoir-faire et le génie. Rien du tout, j'avais rien de tout ça. Donc, faites-vous aider. Si vous avez cette mentalité de chef d'entreprise pour accéder à une entreprise libérée ou une coopérative ou quelque chose qui peut y ressembler, alors le faites pas vous-même. Faites-le faire par quelqu'un. Faites-le faire par quelqu'un de l'extérieur, un Jean-François, un David, mais faites-le faire par quelqu'un d'extérieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Les derniers commentaires qu'on a eus, il y avait Christelle qui nous disait favoriser la prise de parole, le brainstorming dans les équipes sans interférence, présence du manager pour favoriser la créativité. Donc voilà, rebondissez sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a Antonia qui nous disait tout simplement bravo. Et puis il y a 2-3 commentaires qui sont passés qu'on n'a pas commenté. Il y a eu Nicolas qui nous disait pas de problème, que des opportunités. J'adore le mindset. Et puis venant de Nicolas, on pourra en parler en off. C'est pas un ancien militaire, Nicolas, parce que je vois cette. Ah non, il a dû faire la Spartan ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est un trailer. C'est un jeune, Nicolas. Il a 26 ans, je crois, hein, s'il ne me trompe pas. Hein. Il est d'ailleurs dans le programme, le fameux programme CSP là, qui a été lancé au mois de juin à l'intérieur du groupe. Très, très bien. Il y a Christelle qui. Non, alors j'en ai loupé manqué un, qui disait responsabilisation des équipes égale croissance. Ça, on a vu tout à l'heure. Et puis, ma vision, c'est que chacun assume ses responsabilités. Donc là, c'est anonyme. Ça, c'était, je crois, Sandra qui nous disait ça. Et puis, il y a un autre commentaire qui est arrivé, qu'on découvre en direct. Ça, c'est Antonia. Perso, je me demande si j'accepterais de bosser pour un chef qui n'est pas là. J'ai un chef très absent, très confiant en moi, qui m'a laissé une grande autonomie et je ne l'ai pas bien vécu. Alors, si je peux me permettre, Antonia, c'est simplement quoi. Alors, après, David, tu pourras acquiescer ou pas en 2 mots. Je pense que si l'accompagnement qu'il y a, voilà, c'est pas de prendre une personne, elle la laisser comme ça et puis débrouille-toi et puis je pars. En tout cas, je pense que c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. En un mot. Et quand on a décidé de le lancer sur 5 ans, c'est-à-dire que les salariés que j'avais vus qui nécessitaient une conduite du changement beaucoup plus importante, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis pas parti comme ça avec mes valises en disant bon maintenant c'est entreprise libérée, ciao, ciao. C'est des gens que j'ai au contact téléphonique ou visio encore régulièrement parce que je sais encore aujourd'hui qu'ils ont des difficultés avec ça, avec ce principe-là. Et je sais aujourd'hui que je connais, enfin, je dis merci à tous mes salariés, je leur dis merci. Dès que je les ai, je leur dis merci tout le temps. Voilà, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils apportent à l'entreprise, pour ce qu'ils m'apportent à moi. Donc, voilà, ils les ont, mais encore plus, peut-être j'accentue plus encore à ces gens-là et je suis peut-être un poil plus présent pour eux. Parfait. Merci David. Juste, on se quittera sur le dernier message d'Antonia. Je valide le défaut d'accompagnement. Donc voilà, ça répond à cette question-là. En tout cas, merci David. Ça m'a été un grand plaisir de t'accueillir au sein du groupe Les Performants Organisés. Merci de nous avoir fait l'honneur, même malgré le décalage important et puis ton organisation, de venir parmi nous. Et puis, je te dis à bientôt. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions, qui ont échangé. Et puis également, n'hésitez pas à le regarder en replay. Et je le redis pour la dernière fois aujourd'hui. Pour ceux qui regardent en replay, s'il vous plaît, mettez-le. Parce qu'on me dit après, oui, mais je l'ai vu en replay et c'était intéressant. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir ce feedback. Et puis aussi savoir ce qui vous a marqué, les points que vous avez notés. Et qui permettent aussi également de nourrir les prochaines publications, les prochains lives. Et puis également, le groupe, c'est le vôtre. Donc, ça permet également de pouvoir avoir à connaître vos attentes par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Merci beaucoup, David. Et merci à tout le monde. Et puis, à bientôt
Hop, qui est celle qui nous dit merci de Top Live. Voilà, ça termine ce live-là. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.